La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Alors, bonjour à tous, bienvenue à Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Louis Lebreu, directeur du Musée Échafaud de Percé. Et on va parler on va faire un peu d'histoire, on va parler de la Villa Frédéric James. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Oui, très bien. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de la Villa Frédéric James. Tout d'abord, c'est qui Frédéric James? Frédéric James est un peintre américain, donc originaire en fait de Philadelphie, et qui appartenait à une famille américaine très aisée, ce qui explique que vers 1880, donc pour la première fois, il est venu à Percé à ce moment-là. Alors il faut imaginer ce que pouvait être Percé en 1880. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'auto, enfin très peu, il n'y avait pas... Alors le bateau était en fait le seul moyen de locomotion pour permettre de venir là. Alors il faut s'imaginer la splendeur du paysage à cette époque-là, et on comprend que des artistes, même bien avant lui, aient été inspirés par le lieu. Alors, ce qu'il a fait, donc il est resté là quelque temps, et puis il a un petit peu refait du repérage pour des terrains qui étaient libres. Et évidemment, l'endroit idéal était le Cap ici, le Cap Canon. Et alors, il a commencé, on sait, à faire des recherches pour trouver. Et il a trouvé une petite maison qui était au bas de la pente, et qui appartenait à un monsieur Achille Soucy. Alors, ça l'intéressait. Il a voulu effectivement acheter la maison qui n'avait pas été... Enfin, qui avait été payée, disons, par le propriétaire, mais il y avait quelques taxes qui n'étaient pas encore payées. Et il y avait aussi autour des terrains qui appartenaient à M. Joseph Simoneau. Alors, M. James a donc eu la possibilité d'acheter la petite maison et d'acheter les terrains environnants. Et il est revenu après, vers 1845, et puis c'est surtout vers 1880 que là, il est venu donc plus régulièrement et que tout était réglé. Alors, la petite maison en question a été déménagée ici, derrière nous, et c'est cette petite maison-là qui aujourd'hui sert d'atelier, qui a été annexée au bâtiment, et qui a été utilisé par Frédéric James comme atelier de peintre. Et évidemment, il lui fallait résider quelque part. Alors, il a fait construire, d'après les plans d'intérieur, surtout de la maison familiale à Philadelphie. Alors, il avait donc à la fois et son atelier et son habitation. À propos de l'habitation, évidemment, on parle du fameux style américain. Bon, c'est pas évident là, de se démêler dans tout ça. Le style Queen Anne, après ça, il y a eu le style néo-Queen Anne. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qu'on appelle le shingle style. Parce que le shingle style, en fait, ce sont des extérieurs de résidence qui sont construites en bardeaux de bois. Et la grande caractéristique, c'est qu'à cette époque-là, ce sont quand même des maisons victoriennes, en fait, influencées. Et quand c'est une villa, donc ce n'est pas une maison principale, c'est une résidence secondaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette maison a été construite par un peintre à Percé en 1887. Et je dis toujours aux gens, c'est le symbole, en fait, de la primauté de la vocation artistique de Percé. Alors, quand on regarde de près, évidemment, il y a plusieurs sortes de formes de toiture qui composent l'ensemble. Alors, vous avez des toits plus inclinés que d'autres, vous avez des toits en appentis, vous avez d'autres styles également. Et
Contrairement à ce que l'on est habitué de voir quand il s'agit de grandes résidences, on n'a pas toutes ces tourelles que l'on retrouve sur ces grandes maisons américaines, parce que c'était d'abord, avant tout, une résidence d'été. C'est devenu par la suite une résidence également d'hiver. Alors, M. James donc s'y installe dès les années 1900. Ce qui nous fait dire ça, qu'on sait qu'il était là en 1900, c'est que sur un tableau du peintre James, on voit l'église de Percé en construction. Et M. James a vu les plans de l'église. Et c'est sur cette œuvre-là que l'on voit l'église terminée. Mais l'église n'a jamais été terminée. Ce qui fait que les fameuses flèches qui devaient être ajoutées autour n'ont jamais été faites. Donc, c'est sur ce tableau que l'on voit l'église complètement terminée. Donc, on sait qu'il était là en 1900, mais il est mort malheureusement en 1907, ici à Percé. Bon, le corps a été évidemment transporté à Philadelphie. Et Mme James a continué de venir tous les ans, en fait, à Percé, et elle y a habité même parfois l'hiver. Et puis, au décès de Mme James, donc Lucie, en fait, de son prénom, donc la maison a été vendue au docteur Alphège Étier. Ce qui fait que la maison est beaucoup plus connue à Percé sous l'appellation de Maison Étier que de la villa Frédéric James. On a oublié longtemps que c'était donc construite par un peintre. Parce que s'il y avait un docteur Étier à Percé, c'est qu'il y avait à cette époque-là un sanatorium qui n'était pas du tout localisé où les gens le croient, là, sur le bout du Mont-Joli, mais il était beaucoup plus vers la Côte-Surprise. Par contre, la maison privée du docteur Étier, Miro, puisque c'était le docteur Miro qui avait fait construire le sanatorium, était, elle, vraiment sur la pointe. Et le docteur Étier a acquis, en fait, la villa, donc qui est devenue changement de propriétaire et tout, jusque-là encore, jusqu'à ce que, ces gens-là décèdent. Monsieur et Madame Étier avaient une fille, Mireille, qui a continué d'habiter la maison jusque dans les années, en gros, disons 67, 68. Et là, à ce moment-là, c'est pas très clair. On parle d'expropriation du Cap Canon et tout ça, et par le fédéral, et où, selon les textes, par le provincial. En fait, on sait que la maison a été vendue, et cette maison, qui à l'origine, donc le toit était rouge et les murs extérieurs étaient roses. C'était tout à fait caractéristique de ce shingle style. Arrive effectivement le gouvernement, le toit devient bleu et les murs extérieurs blancs. Bon, on l'a surtout en fait connu comme ça, jusqu'à ce que, Héritage Canada, qui après s'est porté acquéreur de la maison, a décidé donc de remettre la toiture rouge et de conserver les murs extérieurs blancs. Mais c'est qu'au niveau architectural, c'est très, très intéressant parce que vous avez des fenêtres, vous avez plus ou moins large, avec carreaux, les portes. Il y a une sorte d'asymétrie qui caractérisait ce style-là. Mais quand on est à l'intérieur, c'est très, très agréable parce que les communications se font de façon très, très, très simple. Les pièces sont alignées les unes après les autres. Et puis, alors qu'à l'extérieur, c'est presque tarabiscoté quand on regarde la façon dont les différentes toitures sont assemblées et tout ça. Et la villa, donc, a servi d'école d'art pendant un certain temps, du temps où le peintre Frédéric James était là. Et puis, il y a eu toute une période où elle a été abandonnée, même menacée de démolition. Je me souviens très, très bien qu'en 1983, quand je suis arrivé à Percé, les gens me disaient « Oui, mais la villa, c'est bien beau, mais le gouvernement va la démolir, ils vont la démolir. » Moi, je dis « C'est pas possible, on ne peut pas raser un patrimoine architectural de cette qualité-là. » Enfin, à force d'écrire des lettres, à force de mettre les journaux, la ville également. Bon, la villa
a été sauvée. Mais pendant toutes ces années-là, elle se détériore, elle se détériore encore à nouveau. Et elle a fini par être la propriété de Héritage Canada du Québec, qui est un organisme qui se voue à la sauvegarde du patrimoine architectural. Alors, il faut dire que sur cette pointe à Percé, cette ville-là, le manoir Wexford, l'autre petite maison de l'autre côté de la rue, la maison qu'on appelle la maison Laberge. Donc, c'est un très, très bel ensemble architectural. Donc, il était important de préserver. Puis Héritage Canada, on a su là que il voulait faire une maison, une sorte d'hôtellerie de luxe et tout ça. En fait, il y a eu de l'opposition parce que les Hétiers avaient cédé la maison pour, effectivement, à des gens qui allaient respecter la vocation initiale, qui était en fait une école d'art et tout ça. Alors, c'est comme ça que, de fil en aiguille, la Faculté des arts visuels de l'Université Laval s'y est installée. Enfin, donc, la villa a été réouverte pour donner des cours et la villa a été acquise il y a très peu de temps par l'Université Laval, qui en est maintenant propriétaire et qui compte bien, on l'espère, la restaurer. Mais de toute façon, il faudra la déplacer sur le terrain parce que c'est très facile de constater qu'elle est à la limite là, de la falaise. Et à ce moment-là, donc, l'Université Laval a le projet d'y donner des cours, des formations qui commenceraient beaucoup plus tôt en saison et qui se prolongeraient aussi beaucoup plus tard. Et je crois qu'il y aurait aussi la possibilité que l'école de cinéma puisse aussi se faire là-dedans. En tout cas, je crois que j'en avais entendu parler un peu, là. Écoutez, il y a plein de gens qui ont évidemment plein de projets pour la villa. On sait même que, je me souviens du temps où Mme Aubert était mairesse. On s'entendait, tout le monde, effectivement, pour que ça devienne, en fait, un musée. Mais ça ne s'est pas réalisé. Il y a eu d'autres organismes qui ont présenté d'autres projets. Mais là, il est certain qu'appartenant à l'Université Laval, il peut y avoir des formations qui seront données dans différentes disciplines. Ça peut aller de l'ébénisterie jusqu'à la joaillerie. Vous disiez tout à l'heure que c'était une petite maison qui était plus loin puis qu'il a déménagé ici. Puis, vous avez parlé de construction aussi. Ça veut dire que la maison, elle a été agrandie, dans le fond, pour devenir ce qu'on voit là. Ah, complètement. La maison d'origine, en fait, c'est ce qui sert aujourd'hui d'atelier. Qu'on appelle l'atelier de M. James. Donc, c'est quand même la partie, en fait, la plus à l'est de la maison. Alors que tout ce qui est salon, tout ce qui est salle à manger, tout ce qui est cuisine, les chambres à l'étage, tout a été construit par la suite. Donc, la partie habitation, la maison que M. James a achetée de M. Achille Soucy, c'était une toute petite maison caractéristique du style des maisons gaspésiennes. Enfin, c'était un carré avec une toiture, tout simplement. Alors, on sait très, très bien que M. James, quand il a construit cette ville-là, c'était aussi avec l'intention d'attirer des artistes américains à venir travailler à Percé. Pour vous donner l'exemple de la peintre américaine, Georgia O'Keeffe, on sait qu'elle était à Percé dans les années 32 ou 33 à peu près. Et elle a écrit de nombreuses lettres à des artistes américains pour qu'ils viennent. Quand elle a vu la splendeur du lieu, elle leur a écrit et ils sont revenus, tout un groupe, au mois d'octobre, en fait, de la même année. Il y a des très, très belles photos du photographe Paul Strand, faites effectivement inspirées par ce décor, en fait, de bord de mer. Alfred Stieglitz, donc, qui a été le conjoint de Georgia O'Keeffe, qui était un grand photographe, a aussi immortalisé, si on peut dire, ces paysages-là. Et après, là encore, il faudrait continuer à faire des recherches pour se rendre compte à quel point de très, très nombreux artistes américains, je pense à Putnam Brinley, qui n'est pas connu, mais qui a écrit un énorme ouvrage, A Way to Gaspé.
Et dans ce livre-là, on trouve effectivement des reproductions d'œuvres de Putnam Brinley. Et un jour, un collectionneur américain me téléphone en me disant, voilà, on a une œuvre de Putnam Brinley, puis si vous voulez, ça nous fera plaisir d'en faire don à votre musée. Ben, j'étais ravi, vous pensez bien. Et alors, le comble du comble, c'est que cette même œuvre est signée conjointement par Putnam Brinley, mais également par un des plus grands peintres américains, Edward Hopper. Parce que les deux peintres partageaient le même atelier à New York. Et un jour, Hopper a eu une grande exposition métropolitaine, mais il n'avait pas signé tous ses dessins et tout. Et comme il partageait son atelier avec Putnam Brinley, il lui a demandé « apporte-moi mes dessins les plus récents pour que je puisse les signer. » Alors Putnam, il a ramassé un petit peu ce qu'il trouvait dans l'atelier et tout ça. Et puis Brinley n'a pas regardé, il a tout signé. C'est-à-dire, pas Brinley, mais Hopper. Il n'a pas regardé qui était de lui, qui n'était pas de lui, ce qui fait qu'il a tout signé. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un dessin signé à la fois par l'auteur, Putnam Brinley, et par mégarde aussi par Edward Hopper. En tout cas, Frédéric James l'a bien situé, la maison. Hein? Ah, c'était l'endroit idéal en fait, pour construire. Et quand on sait, comme je dis toujours, les œuvres les plus anciennes sur Persée remontent bien avant, peut-être même un siècle avant, le fameux dessin, la rade de l'île Persée. Et tous ces autres peintres, en fait, qui sont venus. Alors, c'est pour ça que je dis, non seulement au niveau architectural, la villa est imposante, mais elle l'est aussi par sa présence pour les artistes qui sont venus y travailler. Et c'est en fait un phare qui témoigne de ce que devrait être Persée, un lieu touristique davantage reconnu. Il devrait y avoir plus surtout au niveau des arts visuels, en fait, des présences et tout ça. Bon, c'est ce à quoi se voue le musée Le Chaffault actuellement. Alors, les expositions qu'on y présente, dans la mesure tentent le plus possible de mettre en valeur des peintres qui se sont intéressés au paysage de Persée. Mais il faut aussi penser au public régional aussi, à qui on peut donner l'occasion de voir des œuvres de d'autres grands peintres, que ce soit américains ou européens. Alors, on a fait pas mal de tours de la maison. Je croirais, oui. Plutôt villa. Oui, villa, tout à fait. Oui, parce qu'une villa, en fait, c'est ça, c'est une résidence secondaire. Donc, ils avaient leur maison principale à Philadelphie. Et quand malheureusement, on ne peut pas voir l'intérieur aujourd'hui, mais quand on voit les photos de ce qu'était la maison paternelle à Philadelphie, on voit très, très bien que le peintre Frédéric James s'est inspiré des décors intérieurs de la maison de ses parents pour faire ce qu'on appelle le hall d'entrée et puis un peu l'atelier également, la salle à manger. C'est tout à fait dans le style de ce qu'il a connu quand il était jeune. Est-ce que ce bâtiment-là peut être visité ou c'est seulement pour des activités, des formations, choses comme ça? Ben, c'est très difficile pour l'instant d'en faire des visites parce que le terrain n'est pas très, très sécuritaire. Je présume qu'au niveau des assurances, et le terrain non plus ne peut pas recevoir une quarantaine de voitures comme on voudrait que ça se fasse quand on fait visiter un endroit. Donc, pour l'instant, l'Université Laval y donne des formations et le vendredi, il y a toujours un événement organisé par l'université à la fin de chaque série de cours. Et là, le public est invité à venir et ça permet donc aux gens de découvrir, en fait, peut-être pas toute la maison. Bon, les chambres ne sont pas accessibles, mais les pièces principales de la villa, oui. Eh bien, merci de m'avoir parlé de la Villa Frédéric James. Je vous en prie, ça m'a fait grand plaisir. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.